Bonjour Mm. Pierre. Ayotte, la Réunion, Mm. c'est toujours aussi sympa de voyager avec vous, hein. Mm. Bonjour à Nicolas pour Mayotte, de ma part, Pascal. Bonjour Stéphanie, bonjour Barbara, bonjour tout le monde. Très heureux d'être là avec vous pour ce troisième module, ce troisième webinaire du développement commercial sur les fondamentaux de la stratégie et de la communication commerciale. Juste, on se donne encore quelques petites secondes avant de démarrer. Il fait un temps magnifique à Mayotte, mais on ne peut pas aller nager avec les tortues. Ouais. Elles sont contentes, les tortues. Tranquille. Christian, super, tout va bien. J'espère que vous aussi. Super Laurence, merci, bienvenue. On est très heureux que vous ayez pu nous rejoindre. Vous soyez là avec nous. Bonjour. On est nombreux. La Bien, Rochelle. et puis il y en a d'autres. Bonjour à toutes et à tous. Il est 14h02. Ce que je vous propose, c'est démarrer. On va démarrer tranquillement, tout doucement. En tout cas, bienvenue et merci d'être là, notamment par cette magnifique journée. Voilà, on se croirait en été. Et on a un super temps et je crois que cette météo va durer. Voilà, on pourra peut-être en profiter après la webconf, ceux qui en ont la possibilité d'aller faire une petite balade, ça peut être sympa. Donc bienvenue pour ce troisième webinar de notre module sur les fondamentaux de la stratégie de la communication commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler de transformer ses prospects en clients. Et donc, je suis heureux d'être accompagné de Pascal Beauchesne et Christian Laussois, nos deux animateurs experts dans ce module de développement commercial. Bonjour à tous les deux. Bonjour à Bonjour à tout le tous. monde. Voilà, alors très rapidement sur cette partie d'introduction sur le programme, ce que nous avons vu, le premier webinar sur les fondamentaux de l'approche commerciale. On a également vu en tout début de semaine, lundi après-midi, organiser ces actions commerciales, notamment avec quelques outils qui vous ont été présentés par Pascal et Christian. Et aujourd'hui, donc, nous passons au troisième épisode, le troisième module, transformer ses prospects et clients, troisième et dernier module de ce petit parcours de développement commercial. Voilà, j'ai assez parlé, je passe la main à mes collègues animateurs experts. À vous. Merci Jean-Michel. Bonjour à tous. Oui, c'est la dernière session et c'est une session importante puisque c'est en quelque sorte une conclusion. Donc, on a vu au cours des deux premiers modules les fondamentaux, c'est-à-dire quelle est mon offre, quelle est la valeur ajoutée de mes produits, la méthode 4P, 4C, ensuite le pitch, puis après les études de marché, savoir un peu qui est sa clientèle, la mise en place d'objectifs commerciaux, de stratégies et le plan d'action commercial pour devenir vraiment actif et acteur sur son marché. Donc maintenant, troisième et dernière étape, enfin presque dernière étape, puisqu'on ne va pas jusqu'à la commande, je veux dire. Donc c'est transformer ses clients en prospects. Donc ça, c'est une étape qui est bien sûr très importante parce que c'est le moment où les prospects, c'est-à-dire des clients en devenir, vont être transformés en clients. Et c'est l'étape la plus importante. Pourquoi? Parce que, comme j'avais dit au début, l'argent va passer de la poche des prospects à votre poche et deviendront clients. C'est le but de toute la démarche commerciale, c'est de faire du chiffre d'affaires, donc c'est d'avoir des clients. Donc il est très important de conclure parce que sinon on travaille pour rien et on perd son temps. Donc voilà le programme de la journée, enfin de cette conférence sur, j'ai sauté une page, voilà, la première étape est découvrir le client. Je voudrais juste dire quelque chose, c'est que découvrir le client, il y a une démarche à suivre, c'est sûr, mais
quand on parle de découvrir le client, ici, on va parler d'une découverte, entre guillemets, physique, ou par téléphone, ou en face à face, au cours d'un entretien, d'un salon, etc. Mais je ne voudrais pas que tous ceux qui vendent via un site de e-commerce ou une plateforme, que ces gens-là se sentent exclus, que vous tous vous dites, bah, moi je vends par le web, donc je n'ai pas mon client en face de moi. Donc je vais faire un petit parallèle pour vous dire que la démarche est la même. Pourquoi? Parce que si on fait un parallèle entre un site de e-commerce et une boutique, ben c'est pareil. Le site de e-commerce, c'est votre boutique. Ensuite, quand vous voyez une boutique, qu'est-ce qu'on voit? On voit une vitrine. On voit l'emplacement d'abord, où est la boutique, est-ce que c'est dans une zone de chalandise importante, pas importante, et ensuite on voit la vitrine, et c'est ça qui va attirer le client. C'est pareil pour un site, il faut être visible. Et quand vous êtes sur le web, c'est capital. Si vous n'êtes pas visible, ben, vous n'existez pas. Il faut que les gens viennent sur votre site web pour qu'ils puissent vendre. Donc, la visibilité, ben, c'est la vitrine, c'est exactement la vitrine. Donc, que vous soyez sur Facebook, sur Pinterest, sur Instagram, il faut être là et c'est fondamental. Ensuite, quand il y a une boutique, les clients, si jamais ils sont intéressés, ils sont attirés par la boutique, ils rentrent dans la boutique. C'est pareil, sur le web, vous avez des gens qui cliquent, qui viennent sur votre site web. Et qu'est-ce qui se passe dans la boutique? La personne va à gauche, à droite, regarde ce qui l'intéresse. Est-ce que les produits sont bien affichés? Les prix sont affichés? L'offre est claire? On sait dans quelle boutique on est? Donc, on farfouille, entre guillemets, on va à gauche, à droite, on prend, on remet, on regarde. C'est pareil sur votre site. Il faut que le site ait une ergonomie qui soit flexible, souple, bien pensée, pour que si la personne voit une paire de chaussures et que ça l'intéresse, si elle clique, il faut qu'elle ait le détail est-ce que c'est du cuir, du plastique, etc. Quel est le prix? C'est disponible en telle et telle taille. Donc, c'est une même démarche. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? La personne trouve ce qui lui convient, elle achète, et elle s'en va. Ou elle n'achète pas parce qu'elle n'a pas trouvé, et elle s'en va aussi. Et là, dans le cas de la boutique, qu'est-ce qui se passe? Le marchand, s'il est intelligent, il voit la personne partir, il va lui dire excusez-moi, vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez, ou est-ce que je peux vous aider, est-ce que vous recherchez un objet particulier? Donc il y a une situation qui est active. Par contre, sur votre site de e-commerce, la personne va sur votre site, elle regarde, vous voyez qu'elle clique, et ensuite, elle s'en va. Et pourquoi? Ben, vous ne savez pas. Vous n'avez pas le contact qui est nécessaire. Donc, si on fait le parallèle entre les deux, il y a la démarche est la même, mais il y a, on pourrait appeler ça un manque, qui est le contact avec le client réel. Et comment faire pour que votre site soit dynamique et vous apporte du chiffre d'affaires? Eh bien, il faut que vous ayez réfléchi suffisamment à votre cible que vous avez choisie. On vous a présenté l'étude de marché, vous avez choisi votre cible, défini vos objectifs commerciaux. Donc, il faut que votre cible soit parfaitement connue, que vous ayez bien travaillé sur votre cible pour que votre offre et la valeur ajoutée de votre produit correspondent aux attentes de votre client. Donc, si jamais vous avez des visiteurs sur votre site mais pas de vente, vous devez absolument vous poser la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que mes produits ne correspondent pas à la cible? Ou est-ce que le prix ne correspond pas? Ou est-ce que je n'ai pas suffisamment détaillé les points de vue techniques pour que ça matche entre les gens qui viennent sur le site et l'achat ou pas achat? Donc voilà, je pense que c'est très important de faire ce parallèle parce que nous, ici, on va parler d'un contact physique, de l'argumentaire, du choix, des questions que l'on pose aux clients, etc. Donc ça, c'est lorsque vous avez quelqu'un en face de vous, dans le cadre d'un salon, d'un démarchage commercial. Pour finir cette parenthèse, elle a dit, il y a des formations sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à contacter les gens de l'ADI ou le site.
Voilà, j'en ai fini sur cette petite parenthèse qui est pas hors sujet, mais qui permet de faire le lien entre, je veux dire, commerce traditionnel et e-commerce qui est en pleine extension. Alors, ça, c'était la découverte du client. Donc, je reviens sur mon client physique, qui est un premier rendez-vous. Il y a quelque chose qui est fondamental lorsque vous préparez un rendez-vous, c'est de vous préparer, donc d'anticiper la personne que vous allez voir. Vous vous renseignez sur la personne, sur l'entreprise, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils vendent, s'ils sont à l'export, pas à l'export, etc. J'ai une image qui a changé. Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière? Voilà, merci. Ensuite, donc, connaissez au préalable, renseignez-vous, connaissez l'entreprise et la personne. Ensuite, bien sûr, vous connaissez votre produit, l'environnement. Il y a des questions légales qui peuvent être posées. Il faut que vous puissiez répondre, sinon ça ne sert à rien. Et ensuite, pourquoi vous avez sollicité et obtenu un rendez-vous? Quel est le but? Est-ce que c'est pour avoir plus de renseignements sur l'entreprise, sur une personne, pour augmenter votre fichier de prospects, etc. Donc, vous devez bien préparer cette visite et je le répète, mais c'est vraiment important, c'est d'anticiper toutes les questions possibles. D'accord? Alors, voilà, le premier contact. C'est important, bon, tout le monde le sait, on dit l'habit fait le moine, mais la première impression, la bonne, le but, ce n'est pas de faire bonne impression. Le but, c'est de créer un climat favorable qui va faciliter la discussion, les échanges et les étapes suivantes, c'est-à-dire d'aller jusqu'à passer une commande. Donc, dans un premier contact, la première chose qui se passe, c'est les premières secondes. Vous entrez. Si jamais vous vous cachez derrière une chaise parce que vous n'êtes pas à l'aise, ben ça se sent. Donc, soyez vous-même assuré. Vous tendez la main, vous regardez les gens. C'est très important que... voilà, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai un warning disant que la connexion était mauvaise. Est-ce que vous m'entendez? Ok, merci beaucoup. J'avais un warning en disant que la connexion n'était pas bonne. Donc, je reprends. Les premières secondes, c'est très important parce que vous créez un climat. Les premiers gestes, quand vous rentrez dans un bureau, vous tendez la main, vous dites bonjour monsieur, bonjour, la poignée de main est ferme, franche, souriez. Vous savez tous, enfin je pense que le sourire s'entend, il se voit bien sûr, mais il s'entend au téléphone. Regardez les gens dans les yeux, n'ayez pas peur. Et les premiers mots que vous allez lancer sont aussi importants, ça donne un contexte, c'est bien. Bonjour monsieur, puis-je vous aider? Merci de me recevoir, je suis content d'être là, je me permets de vous remercier de me recevoir, etc. Donc c'est important, ça indique un peu dans quel cadre vous êtes, d'accord? Alors, l'art du questionnement, je voulais revenir au niveau du premier contact, essayez de préparer des réponses bateau, si jamais vous avez les réponses bateau aussi, qui est moi j'ai pas le temps, c'est pas moi qui m'en occupe. Donc si jamais vous savez que vous risquez d'avoir ce type de réponse, vous vous y préparez. Si on vous dit que vous n'avez pas le temps, vous dites je comprends bien, est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous? Si on vous dit c'est pas moi qui m'en occupe, vous demandez le nom de la personne. Si on vous dit oh c'est trop cher, vous pouvez dire, écoutez, est-ce que vous connaissez les aspects, les différents aspects de mon produit pour qu'on puisse parler de prix? Vous voyez, dans l'anticipation, il y a aussi qu'est-ce que le client va bien pouvoir me poser comme question. D'accord? Alors, maintenant, vous êtes face à votre client et comment faire pour découvrir son besoin, ses besoins techniques, ses modes de décision, c'est-à-dire comment la personne elle-même fonctionne. Quand quelqu'un est en face de vous, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de poser des questions pour savoir. Alors, vous avez deux grands types de questions.
qui sont les questions ouvertes et les questions fermées. Questions ouvertes, c'est un moyen d'en savoir plus sur votre client, de connaître, pour le laisser s'exprimer, pour qu'il annonce qu'est-ce qu'il recherche, quels sont ses besoins. Donc, comment ça s'amène? Ça s'amène par des questions, non pas brutales, mais que puis-je faire pour vous? Comment puis-je vous aider? Vous me recevez pourquoi? Pour quelles raisons, etc. Est-ce que vous pouvez me donner un peu plus de détails sur votre activité parce que j'ai vu que vous faisiez telle et telle chose, mais je pense que vous faites aussi d'autres choses. Donc, ces genres de questions qui vont permettre à votre client de se dévoiler, de parler, de répondre et de vous donner beaucoup d'indications pour l'étape suivante qui sera l'argumentation. Donc, surtout, laissez-le parler. On verra tout à l'heure, Pascal, sur l'art du questionnement. Laissez parler les gens, c'est le moyen le meilleur pour savoir ce qu'ils font. Ensuite, les questions fermées. Ça vous permet d'affiner votre offre au niveau des quantités, au niveau de la gamme, au niveau du taux de renouvellement, au niveau du prix aussi, savoir dans quelle tranche de prix ils sont. C'est quelque chose qui est important. Et là, vous cherchez du quantitatif. La réponse souvent est oui, non, ou un chiffre, ou une façon d'agir. Ensuite, il y a 3 autres sortes de questions qui sont c'est un peu plus affiné, qui est un peu dirigiste, c'est-à-dire est-ce que vous préférez que je vous livre tout en une fois ou est-ce que vous préférez que je vous livre en 2 fois? Donc, ça vous permet d'aller un peu plus, de creuser ces réponses, non pas brutalement en disant combien et quoi, mais d'alterner en disant qu'est-ce que vous préférez, ça ou ça. Ensuite, les questions d'approfondissement, lorsque quelque chose n'est pas très clair, c'est excusez-moi, pouvez-vous m'expliquer ce que vous entendez par, ou pourquoi voulez-vous de livraison? Ça vous permet, de voir que vous êtes attentif, et vous, d'affiner encore une fois l'offre que vous allez obtenir, excusez-moi, l'offre que vous allez faire. Ensuite, des questions orientées, ça c'est le moyen d'obtenir un oui. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous livre en fin de semaine, etc. Et d'avoir un oui avec un sous-entendu. En tant que vendeur, ce sont des techniques, c'est qu'une personne qui aura répondu oui plusieurs fois, lorsque vous poserez la question, elle répondra oui, sera d'autant plus tentée de continuer à dire oui. Parce qu'une fois qu'on a commencé dans un sens, on continue. Juste un petit exemple pour bien vous compreniez l'importance de ces questions. C'était une jeune femme qui avait une société qui faisait fabriquer des vêtements de yoga, qui cherchait à étendre sa clientèle, donc ses produits étaient arrêtés, donc elle cherchait à augmenter sa gamme, enfin ses clients, et elle avait trouvé une piste qui était d'essayer de vendre des tenues de yoga à un professeur de danse. Donc, elle a pris rendez-vous c'est une sorte d'étude de marché, et elle a utilisé ces questions pour en savoir plus. Et elle a utilisé des questions ouvertes en demandant, pendant vos cours, pendant vos entraînements, quel genre de tenue portez-vous? Donc là, la personne s'est exprimée. Est-ce que c'était une tenue, je ne sais pas, décontractée, ou au contraire des tenues plus techniques? Donc elle s'est exprimée. Ensuite, il y avait une question qui était importante, c'était le domaine du prix. Donc la question était beaucoup plus directe, plutôt de dire quel est votre budget, quel montant maximum êtes-vous prête à mettre dans une tenue de yoga technique, donc qui vous conviendrait. Ensuite, au niveau des questions alternatives, ça a été, bon, est-ce que vous privilégiez le côté esthétique des tenues ou le côté technique avec des fibres spéciales de la tenue? Donc ça, c'est une question qui est alternative, ça vous permet de savoir où diriger, quelles sont ses attentes et où diriger votre argumentaire. Ensuite, d'approfondissement,
quand vous me dites que vous êtes intéressé par le côté technique d'une tenue de yoga ou d'une tenue pour une professeure de danse, qu'est-ce que vous entendez par technique? Est-ce que vous pouvez préciser quelles sont vos attentes en termes techniques? Et enfin, les questions orientées qui préparent le futur, c'est, l'avez utilisé, est-ce que vous seriez prête à tester une tenue que je vous passerai vis-à-vis de vos élèves pour leur montrer ces tenues. Voilà un petit exemple rapide qui a permis de voir comment on utilise l'ensemble de du questionnement, et ça vous rappelle sûrement les études de marché. Alors, normalement. Maintenant, je passe la parole à Pascal. Ouais, alors je remets mon micro, s'il veut bien. Alors, je mets le mien. Ok. Je ne sais pas si vous m'entendez, ça ne s'est pas encore mis, je crois, pour moi. Ça tourne dans le vide. Ah, j'aurais pas dû couper mon micro. Vous m'entendez ou pas? Non? Ah, voilà. Bon, je tourne dans le vide. Pardon, j'essaie de. Pascal, hein. Tout le Vous monde m'entendez? t'entend. Ah, j'étais pas sûre. Bien. Pardon. Alors, du coup, on va passer au slide suivant, s'il veut bien, mais il veut pas non plus. Quelqu'un peut me le. Jean-Michel ou Christian, vous pouvez me passer le suivant? Il est bloqué. Là, il tourne dans le vide, mon PC. On va parler du son casse. Tu peux le mettre, Christian? Putain, j'arrive pas. Est-ce que vous m'entendez? Bon, moi, je vous entends plus. Ça y est. Oh, putain. Pascal, on t'entend et j'ai mis ton slide. Les motivations sont profondes, sont casse. Ah, on a perdu Pascal. Oui, on a perdu l'animatrice. Voilà, vous m'entendez? Voilà. Voilà. Oui, on t'entend, Pascal. Ça a ramé, excusez-moi. Donc, c'est reparti. J'ai eu le même problème que toi tout à l'heure. C'est effectivement, ça ramait un peu. Alors, on va parler, puisqu'on parlait de la découverte du client, on va essayer de voir finalement quels sont les leviers qui vont être à l'origine de la motivation d'achat de votre prospect pour que ça se transforme, qu'il se transforme en client. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on peut acheter quelque chose, on peut être plusieurs à acheter le même produit ou le même service, mais pour des raisons différentes, en fait. Ils ne répondent pas aux mêmes motivations pour chacun d'entre nous. Donc, il y a une méthode que vous retrouverez qui est assez classique, qui s'appelle le son case. Alors, souvent, vous la trouverez sans le E. Nous, on a rajouté le E. Et qui vous permet d'essayer à partir des questions ouvertes et fermées que vous a proposé Christian tout à l'heure, vous devez pouvoir, avec les questions, essayer de percevoir quelle sera la motivation et les besoins de votre client, et donc d'adapter ensuite votre argumentaire par rapport à ses propres leviers, en fait. Alors, son case, ça correspond à un acronyme, hein,
que vous voyez là. Ce que je vous propose, par exemple, si on parle de sécurité, c'est le premier, vous allez être sur quelqu'un, et c'est ça qu'il faut que vous repériez dans l'échange et dans le questionnement, qui va avoir besoin d'être rassuré. Alors, rassuré par quoi? Ça peut être par la marque du produit, la fiabilité du vendeur, le service après-vente, hein, qui souvent est quelque chose qui rassure, la garantie, la fiabilité du produit, etc. Donc, ce client-là, il va attendre des preuves tangibles, parce que c'est quelqu'un qui hésite par rapport à des sujets de sécurité, et il a besoin d'être assuré. On verra après un exemple. En termes d'orgueil, vous allez tomber sur des gens, et ça se repère assez facilement, qui aiment bien être à la mode, faire preuve d'un certain standing, qui, par exemple, apprécient volontiers des systèmes d'accès VIP, qui cherchent un peu de la reconnaissance. Et là aussi, c'est des gens qu'on repère, je dirais, assez aisément. Sur le sujet de la nouveauté, ce sont des gens qui, en fait, aiment bien le changement, l'innovation. Donc, le produit ou le service doit être innovant. Là, on est dans un peu l'originalité. Je vous donne un exemple là, parce que moi, il m'a beaucoup fait sourire sur un participant. C'était quelqu'un qui, en fait, louait des jacuzzis qu'il venait mettre à votre domicile pour une soirée entre amis. Quand même assez original, hein, j'avoue que je ne savais même pas que ça existait avant de le rencontrer. Il va forcément attirer des gens qui soit sont un peu dans l'orgueil et qui vont vouloir montrer à leurs copains qu'ils ont quand même un jacuzzi chez eux pour la soirée et que tout est bien décoré, soit dans la nouveauté, voilà, parce que c'est un peu audacieux, c'est un peu innovant. Alors, dans les clients qui aiment la partie confort, on va avoir quelqu'un qui effectivement est soucieux de son bien-être ou de la facilité d'utilisation. Hein, c'est-à-dire que ça va être un produit ou un service facilement accessible pour le service, notamment sur Internet. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec l'Internet, ou bien qu'il y a un produit qui est facilement, où le mode d'emploi ne fait pas 50 pages et donc qui apprécie par exemple des modes d'emploi très simplifiés, très intuitifs, j'allais dire. Donc, c'est quand même des gens qui ont besoin de choses pratiques et de vulgarisation, en fait, sur un certain nombre de sujets, de produits ou de services, ou qui ne veulent pas faire trop d'efforts. Sur la partie argent, vous allez tomber sur des gens qui vont rechercher à tout prix les économies qu'ils peuvent réaliser au moment de l'achat. Donc, ils veulent faire des bonnes affaires, quoi. Donc, ça, c'est des gens qui vont arriver, vous les repérez, parce qu'en général, ils comparent, ils négocient, ils vous disent oui, mais j'ai vu la même chose, pas au même prix, donc pourquoi vous, c'est plus cher? Voilà, ça, vous pouvez repérer comme ça quelques mots-clés qui vont vous aider à essayer de voir dans quel registre on est. Alors, la sympathie, ça va être des gens plutôt affectifs, qui vont plutôt essayer de chercher, qui sont assez spontanés en général, qui sont plutôt ouverts, hein, qui sont pas trop timides, donc ils vont éventuellement un peu plaisanter, assez vite rentrer dans une relation sympa et plutôt agréable. Et donc, voilà, ils ont envie d'échanger, ils sont plutôt agréables. Bon, le vrai sujet, c'est que c'est pas forcément… Alors, ça peut emporter une vente, d'être sympa avec eux. C'est-à-dire que si vous avez un bon relationnel avec eux, ça peut faire la différence. C'est rarement le seul argument quand même, hein. Et puis, nous, on a rajouté tout ce qui est environnement, écologie, développement durable, parce que maintenant, il y a beaucoup de gens dont l'acte d'achat, là aussi complémentaire, pas forcément unique, c'est pas forcément, ils n'achètent pas forcément un produit uniquement pour l'aspect environnement, écologie, mais c'est un plus. Et c'est là, ça peut faire la différence. Donc, ils vont s'intéresser à le type de matériau de votre produit. Est-ce que c'est un matériau, comment il est, quel matériau il est conçu, est-ce qu'il peut se recycler, etc., etc. Alors, on voit fleurir ça beaucoup en ce moment, par exemple, sur les chaussures de sport, les sneakers, là, avec beaucoup de fabricants qui, enfin moi j'en connais un par exemple, qui fabrique des chaussures à partir des bouteilles plastiques, des sneakers qui sont très jolies d'ailleurs. Et c'est intéressant parce que lui, il a un double argument. À la fois, il dit, je pars de bouteilles plastiques, je fabrique des chaussures qui sont lavables et elles-mêmes recyclables. C'est-à-dire que quand elles sont usées, vous me les renvoyez et je vous fais un prix sur l'autre paire que vous achetez, la paire neuve que vous achetez. C'est quand même très intéressant comme façon de fonctionner. Et qui plus est, il fabrique en France, dans la Drôme, qui est quand même la capitale, qui est la capitale de la chaussure. Et du coup, sur ces chaussures, il y a le petit drapeau français. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit fleurir beaucoup maintenant, acheter français, parce que ça touche pas mal les gens. Alors, les acheteurs, alors, ça touche à la fois l'environnement, parce que c'est probablement des produits qui voyagent moins, qui sont plus éthiques.
Et puis le côté un peu sympa, c'est-à-dire qu'on achète français parce que c'est bien aussi, quoi, plutôt que d'aller acheter en Chine, où notamment les conditions de fabrication et sociales ne sont pas forcément ce qu'on fait de mieux. Voilà, donc il faut que vous profitiez des questions que vous allez poser pour essayer de repérer les mots-clés qui vont vous orienter vers finalement quelle est la préférence ou le levier d'achat de votre interlocuteur. Alors, ayez en tête que, il n'y a pas forcément qu'un seul levier. On n'est pas juste dans la sympathie, juste dans le confort. Ça dépend de ce qu'on achète. Et puis, on peut avoir des dominantes, je dirais, des majeurs et des mineurs là-dedans. Et on peut très bien avoir des sujets où c'est pas votre sujet. Voilà. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que vous verrez que cet outil du Soncase est un peu un fil rouge. C'est-à-dire que vous pouvez, on verra tout à l'heure avec Christian, mettre les caractéristiques de votre produit en face de chacun des items, si vous en trouvez pour tous les items, il se peut que vous n'en trouviez pas. Et après, vous pourrez du coup construire votre argumentaire en fonction des clients que vous aurez, et vous utiliserez, par exemple, prenons l'exemple de la voiture, on a pris là parce que c'est plus simple, on a parlé de sécurité, évidemment les airbags, c'est important pour les gens qui sont dans ce registre. En termes de nouveautés, sur les voitures, on a mis dernier modèle. Vous avez aussi maintenant le coffre qui s'ouvre en mettant le pied sous la voiture, voilà, comme ça quand on a les mains bien pleines et des sacs dans chaque main, et on peut ouvrir sa voiture. Là, on est à la fois dans la nouveauté et sans doute un peu dans le confort parce que c'est pratique. Voilà, donc vous ne pourrez pas forcément mettre les caractéristiques de votre produit sur tous les items, mais quand même réfléchissez-y parce que souvent quand on fait des sessions en présentiel, au début, les gens disent non, je vois pas. Et puis le groupe aidant, avec les idées de chacun, que chacun amène, il découvre des caractéristiques auxquelles il n'avait pas pensé, qui peuvent du coup mettre dans ce Soncase. Donc c'est vraiment, il faut y réfléchir. Vous verrez que c'est même presque ludique. Vous pouvez le faire à plusieurs avec des gens que vous connaissez. Si vous êtes un peu sec sur certains items, certaines significations, vous ne trouvez pas d'exemples ou de caractéristiques, n'hésitez pas. Nous, j'avoue que quand on le fait en séance présentielle, c'est un peu un moment de détente finalement parce que c'est intéressant à faire, c'est amusant, on voit que ça sert beaucoup. Donc ça, voilà, vraiment, c'est un outil pratique. Donc moi, je suis assez fan, j'avoue. Ça s'entend. Alors, tout ça, c'est bien parce que ça permet de réfléchir en amont le Soncase, du coup d'être prêt à pouvoir rencontrer son client et lui être à son écoute, le questionner et du coup essayer de l'attraper par rapport à ses préférences d'achat et ses leviers d'achat. Mais pour ça, il faut avoir une écoute active. Parce que il suffit pas de poser des questions, il faut écouter les réponses. Ça veut dire que l'écoute active, on est vraiment attentif et on montre aux personnes, à la personne que l'on en face, qu'on écoute. Parce que je peux vous dire que quelqu'un qui n'écoute pas, ça se voit en fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous pouvez parfois voir, vous, quand vous déroulez par exemple votre argumentaire de vente, vous pouvez voir que des fois, vous perdez les gens en route. Donc, soyez attentifs aussi quand vous parlez. C'est réciprocité. Parce que si vous perdez les gens en route, il faut tout de suite réanimer, si je puis dire, la conversation en allant solliciter votre prospect. Donc, il faut être attentif, il faut montrer qu'on écoute. Il faut éviter tout a priori au jugement de valeur. Ça paraît évident quand on le dit. Mais des fois, dans l'emballement ou dans son mode de fonctionnement, c'est humain, on a tous, des fois, on peut avoir un prospect où on se dit non, mais franchement, c'est pas possible ce qu'il raconte. Il faut s'extraire de ça parce que d'abord, ça se voit, ça peut se voir que vous pensez ça, y compris par les yeux, c'est aussi quelque chose d'important. Quand on regarde les gens, on voit des choses. Donc voilà, il faut être ouvert et plus vous serez ouvert, plus vous capterez de choses. Donc les a priori et les jugements de valeur, ça a tendance à faire qu'on se referme en fait. Questionner, je ne vais pas revenir dessus. Christian a tout à fait bien expliqué les questions et en quoi elles étaient fort utiles. Et puis, il faut reformuler, en fait. C'est très important. Quand vous arrivez à la fin ou à certains moments de l'entretien,
il faut vous assurer que vous avez bien compris ce que la personne souhaite et quels sont ses centres d'intérêt et donc ses motivations d'achat. Donc, il ne faut pas hésiter à dire, bon, si j'ai bien compris ce que vous souhaiteriez, ce que vous appréciez, etc., etc. Ou alors, vous reprenez la dernière expression, le dernier bout de phrase, morceau de phrase que la personne a dit pour vous assurer que vous êtes bien en phase. Alors, c'est important parce que si tout se passe bien et que vous avez votre offre à faire, tout ce que il faut absolument que votre offre, elle soit calée sur la compréhension. Alors ça dépend des activités qu'on a. Si on vend un produit, il n'y a pas forcément de sujet, mais si on vend un service, pour le coup, c'est très important d'avoir bien compris, puisque souvent, quand on vend un service, on reprend en quelques lignes l'expression du besoin de votre client, on le reprend souvent dans l'offre, parce que c'est important, dans la proposition qu'on va faire. Et même si on ne verra pas ça aujourd'hui, gardez en tête que la reformulation va vous être utile quand vous aurez besoin, notamment sur du service, de reformuler en quelques lignes le besoin de votre client. Alors voilà pour cette partie. Donc sur l'écoute dite active, il y a quelques clés à avoir en tête. D'abord, il faut savoir se taire pour écouter et donc éviter d'interrompre systématiquement son prospect lors de son rendez-vous. C'est facile à dire, mais en fait, on est tous enclins à… Parce qu'il y a quelque chose qui a été dit par votre prospect et du coup, vous avez très envie de l'interrompre, de peur, éventuellement d'ailleurs de perdre l'idée. Donc, on a tendance à couper la personne. Ça, c'est forcément très désagréable pour la personne que vous avez en face de vous et à qui vous voulez vendre quelque chose. C'est pas très agréable parce qu'elle a le sentiment qu'elle n'est pas écoutée, en fait. Donc, il faut laisser l'interlocuteur aller au bout de ses propos. Il faut établir la synchronisation, c'est-à-dire montrer qu'on est bien en phase, enfin qu'on comprend bien ce que dit la personne et qu'on est vraiment dans cette petite bulle, je vais te dire comme ça, entre lui et vous, et que voilà, vous êtes centré sur cet entretien et votre esprit n'est pas ailleurs et vous êtes bien en phase, vous essayez de vous mettre le plus possible en phase avec votre interlocuteur. Alors, respecter les silences, c'est quelque chose de très, très, très difficile parce qu'on n'aime pas les silences en général. Mais c'est important parce qu'il y a des gens, alors on n'aime pas parce que c'est insécurisant le silence. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû dire quelque chose qu'il ne fallait pas, etc. Alors non, vous pouvez avoir en face de vous un prospect qui est très, j'allais dire, cérébral et qui est en train de se poser des questions avant de vous les formuler peut-être, ou de réfléchir à la réponse que vous avez donnée à sa question. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord, pas d'accord. Donc là encore, pas d'a priori, on ne sait pas s'il est d'accord, pas d'accord. Il est peut-être en train juste de réfléchir. Donc, pas grave. Éventuellement, si ça vous gêne, essayez dans votre tête de compter. Et bon, effectivement, si ça dure trop longtemps, on peut relancer, mais astreignez-vous à 1 minute de silence. Malheureusement, ça nous arrive d'en faire. Ça paraît très long, mais en fait, c'est pas tant que ça pour quelqu'un qui est en train de réfléchir. Donc, reformuler, on en a parlé. Il faut être disponible. Ça permet d'être en empathie et réceptif. Se méfier des réactions spontanées, oui. Alors, on ne fait pas toujours attention, mais parfois, quand quelqu'un vous parle, ok, on ne dit rien, on se tait. On a appris éventuellement à se taire. Mais par contre, le visage est expressif. Ça, c'est aussi la vie. Donc, il faut faire très, très attention parce qu'il y a des personnes en face de vous qui ne feront peut-être pas attention, mais il y a aussi des gens qui sont très sensibles aux attitudes corporelles et donc qui le verront. Donc, voilà, prudence, ça peut gâcher un entretien. Les signes non-verbaux, je vous le disais tout à l'heure, quand vous voyez que le regard de la personne à qui vous parlez est en train de s'échapper, c'est plus tellement vous qui regarde, mais c'est sur les côtés ou à travers vous. Il faut se poser des questions. Il faut essayer de le réattraper, si je puis dire. Voilà. Et puis, on le disait tout à l'heure avec le son casse, il faut rechercher les motivations de la personne qu'on a en face de vous, ses valeurs, ses sentiments, qu'est-ce qui fera que votre produit fera la différence ou votre service et qu'elle aura envie de l'acheter. Voilà, ça, il faut vraiment être. C'est un point assez majeur en fait. Tout ça paraît des évidences. Je vous assure, c'est quelque chose de très très important. Et au fond, c'est vrai dans beaucoup d'actes de la vie. Quand on fait un recrutement, c'est pareil, ou quand on est dans une situation de recrutement. Enfin, tout ça est finalement assez fréquent. Mais là, l'enjeu, il est important pour vous. Donc, c'est en ça que c'est un peu différent.
Voilà. Christian, c'est toi qui reprenais après? Oui, je vais continuer. Je vais revenir sur ce que tu as dit à propos des silences. Bon, tout est important, en particulier à la reformulation, l'écoute active, mais le silence est quelque chose qui est très gênant, mais c'est aussi une méthode utilisée par les acheteurs pour déstabiliser un vendeur. C'est-à-dire que c'est à double sens. Lorsque l'acheteur pose des questions et il se tait, le vendeur répond, et là, il y a un silence. Et c'est à celui qui va parler le premier. Si jamais l'acheteur, lui, qui connaît, c'est une technique, laisse parler, le vendeur va réexpliquer quelque chose, être affaibli parce qu'il va essayer de reconvaincre l'acheteur. Donc, vous voyez, ça paraît tout simple, mais ce sont des techniques d'achat qui sont pratiquées au niveau industriel, donc par les acheteurs et les vendeurs. Alors, quand les deux se connaissent, ben, ça peut faire des silences un peu longs. Mais c'est vrai que c'est embêtant, mais plus on attend, j'ai eu l'expérience de silence qui ont duré des secondes et des secondes. Il faut tenir le coup et c'est toujours profitable. Désagréable, mais profitable. Donc, construire un argumentaire orienté client. Pourquoi? Vous voyez qu'on avance, on a découvert le client, on l'a laissé parler, on lui a posé des questions, on voit un peu plus ce que la personne veut, par quoi est intéressé le client, quels sont ses leviers d'achat, ses motivations. Donc maintenant, il va falloir passer à l'étape suivante qui va être d'argumenter sur les valeurs, la valeur ajoutée de son produit, ses caractéristiques, pour convaincre le client de passer à l'acte. Il faut oser. Souvent, quand on n'est pas un vendeur aguerri, pas une fine lame, on est dans le confort tant que on discute, on pose des questions, on répond. C'est un peu une discussion de salon de thé, mais il y a un moment où il va falloir que, en tant que vendeur, vous preniez la main et que vous soyez plus, pas agressif, mais plus dynamique vis-à-vis de votre futur client pour que la décision se prenne. C'est vraiment une démarche, il ne faut pas vous laisser endormir par une discussion sympathique avec un client. Vous n'êtes pas là pour discuter, vous êtes là pour vendre. C'est votre raison, la raison d'y être. Donc, voilà, on en est au le dernier pilier de notre temple grec. Savoir pitcher, on l'a vu depuis le début, savoir convaincre et savoir me présenter et vendre mon offre à ma cible. Donc, on va utiliser une méthode qui va être l'argumentaire de vente. Excusez-moi, je cherche Voilà. Je suis un peu perdu. Voilà, je reviens. Mon argumentaire de vente. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un argumentaire de vente? Voilà. On reprend leçon 15 avec le levier d'achat, la motivation que vous avez déterminée chez votre client. Je vais faire une petite parenthèse à propos du choix de la détermination du levier ou d'un levier d'achat, d'une motivation. Lorsque vous êtes face à quelqu'un et que vous n'arrivez vraiment pas à savoir qu'est-ce qui l'intéresse, est-ce qu'il est son levier principal, c'est la sécurité, le confort, l'argent, etc. Il y a un moyen, c'est la psychologie de la vente, qui est de voir comment la personne en face de vous, pas est habillée, mais a des objets qui vont vous mettre sur la voie. Lorsqu'une personne a une très belle montre, bon, ça ne sert pas pour la sécurité. Ça peut être l'orgueil, la nouveauté, l'argent. Lorsqu'une personne est en sneakers, en jean, le confort va sans doute être important, la sympathie aussi. Vous voyez, quand vous vous habillez le matin, on fait un choix. Je vais mettre un jean, je vais mettre un pantalon, je vais mettre des sneakers, je vais mettre des bateaux, bon, on fait un choix. Et ce choix, vous le faites en fonction de ce que vous êtes, donc de vos motivations. Alors, c'est à manier avec prudence, mais c'est relativement vrai. Et si jamais vous êtes dans le flou,
Bon, c'est une solution. Donc, qu'est-ce que vous allez utiliser comme argument compte tenu du levier d'achat de la personne qui est en face de vous? Lorsque c'est la sécurité, vous allez mettre en avant le côté tranquillité, garantie, sécurité de votre produit. Vous allez insister sur le côté vous êtes tranquille, vous êtes sûr que, etc. Quand c'est l'orgueil, vous allez mettre la personne en avant, vous ferez des envieux, vous serez le seul à avoir ce produit, vous aurez les meilleures ventes, c'est vous qui serez le meilleur, que vous serez le plus beau. C'est ça la partie orgueil que vous allez développer. Nouveauté, c'est l'innovation, c'est quelque chose qui vient de sortir, c'est presque un essai, donc vous serez un des premiers à le faire, à l'avoir, à l'expérimenter. Le confort, c'est quelque chose qui a trait à, je veux dire, c'est pas être, bon, c'est avoir des sneakers, c'est confortable, d'accord, mais c'est aussi orgueilleux, c'est aussi la nouveauté. Le confort, c'est plutôt une bonne paire de baskets qui est un peu servie, qui est déjà un peu cassée. Bon, c'est confort pour vous, mais confort pour votre entreprise, la famille, etc. L'argent, alors, ce n'est pas forcément l'argent en tant que tel, ce n'est pas le nombre d'euros, mais ça peut être la valeur par rapport à un produit, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis prêt à payer pour ce produit-là. Bon, si c'est une entreprise, là, il y a des critères qui sont différents parce qu'il y a des critères de prix de revient pour arriver à un prix de vente qui puisse être psychologiquement adapté. C'est plus technique. Mais quand vous avez des personnes, le rapport argent peut être acheter des chaussures chères, mais elles vous dureront 10 ans ou elles sont ressemblables. C'est pas forcément le prix, c'est le service. La sympathie, c'est quelque chose qui est relativement fréquent. Les gens, en règle générale, ont un côté sympathique. Lorsque vous le développez, ça répond bien. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Et de développer de la sympathie, c'est quelque chose qui est souvent profitable. Par contre, ne vous trompez pas, la sympathie, ça fait, quand on fait des affaires, on fait des affaires. Hein. On est là pour vendre. Le client est là pour trouver une solution à un problème qu'il a. On n'est pas là pour prendre le thé ensemble. Hein. Donc la sympathie, c'est bien, mais à manier avec précaution. Écologie, c'est, comme l'a dit Pascal, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. L'empreinte carbone, l'empreinte écologique, le renouvellement, le recyclage, l'économie circulaire, c'est quelque chose qui maintenant, avant était, c'était une nouveauté. De l'argent aussi, une économie. Maintenant, c'est une motivation, c'est vraiment un levier d'achat. Bon, vu mon âge, on n'en était pas très conscient dans les années, je veux dire après-guerre, mais maintenant, je vois auprès des jeunes, et je pense que vous l'êtes tous plus que moi, c'est vraiment un critère d'achat et les gens mettent ça en avant fréquemment. Alors, on revient sur l'argumentaire, comment passer du produit à l'achat. Alors, vous avez peut-être tous vu le loup de Wall Street où on voit ces deux DiCaprio qui dit « Vendez-moi ce stylo ». Et quand vous regardez, si vous vous rappelez, en fait, il ne faut pas vendre un stylo, il faut vendre ce à quoi va servir un stylo. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas le stylo lui-même qui est important, c'est le stylo qui va servir à signer un contrat. Et l'important sera le contrat qu'il va signer, mais c'est le stylo qu'il aura signé. Bon, je vous laisse regarder chez vous, c'est bref, ou alors regarder le film, c'est amusant aussi. Pour en revenir au niveau du choix, je vais vous donner un exemple qui est réel. C'est pas vendez-moi un stylo, mais voici, vous voyez, c'est un portefeuille et il est rouge. Alors, pourquoi? C'est quelque chose de particulier. Et il y a une raison qui est la sécurité. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'oublier mon portefeuille sur une table, dans un restaurant, sur une caisse, ou même sur le toit d'une voiture. Et au bout de 2 ou 3 fois, je me suis décidé pour
acheter un portefeuille qui se voit, c'est-à-dire qui est rouge. Pourquoi? Parce qu'on va faire le CAB pour un portefeuille rouge, mais je l'ai acheté dans un souci de sécurité. Quelqu'un qui ne me connaît pas aurait très bien pu penser que si j'ai un portefeuille rouge, c'est de l'orgueil. Pourquoi? Parce que je vais montrer quand je vais payer l'addition dans un restaurant, par exemple. C'est le portefeuille que tout le monde n'a pas. Donc, le choix doit être fait en a priori au niveau des questions, au niveau de l'écoute active que vous avez pu avoir avec le client avant de vous lancer sur l'orgueil. Parce que sinon, moi, je ne comprendrais pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un argumentaire CAB? C'est une technique. Hein. C'est quelque chose qui est très utilisé, même parfois sans s'en rendre compte dans la vie privée. C'est une technique, une méthode qui vous permet d'avoir l'esprit plus libre lors de votre discussion avec un client. Si jamais, ou un prospect, lorsque vous avez en face de vous un prospect et que vous devez penser sans arrêt, alors lui, mon client, il est orienté plutôt vers la sécurité, alors qu'est-ce qu'il faut que je mette en avant, qu'est-ce que je vais lui dire et comment je vais dérouler cet argumentaire. Là, vous êtes dans votre méthode et vous n'êtes plus attentif à ce que va dire ou comment votre client va réagir. Donc, cette technique du CAB est quelque chose qui vous libère l'esprit pour être plus attentif à votre client. Ça veut dire que c'est un exercice, c'est scolaire encore une fois, que vous allez devoir préparer à l'avance en remplissant un tableau que vous voyez en dessous, parce que lorsque vous saurez que pour chaque motivation, vous allez mettre en avant tel ou tel argument, telle ou telle caractéristique technique de ce produit, eh bien, ça vous facilitera et ça fluidifiera votre discussion, votre argumentaire. Donc, on part d'une caractéristique qui est quelque chose qui c'est factuel. Quand je vous montrais mon portefeuille, il est rouge. Personne ne va discuter. Enfin, si, il y en a qui diront qu'il est rouge foncé, mais c'est rouge, c'est quelque chose qui ne se discute pas et qui est lié au produit. C'est-à-dire que c'est bon. En américain, c'est FAB et c'est le F qui est le feature, c'est-à-dire la caractéristique, les features, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du produit. Ensuite, et c'est important, il faut que vous trouviez quel est l'avantage qui est lié au fait de base. Par exemple, dans ce portefeuille rouge, puis on va regarder après la voiture, il est rouge, c'est indiscutable. Et quel est l'avantage d'être rouge? C'est qu'il se voit. Donc, c'est lié au produit. Ensuite, on va à l'étape suivante, donc on se tourne vers le besoin du client qui sera quel est le bénéfice de cette caractéristique, quel est le bénéfice pour le client. Et c'est important parce qu'on aurait tendance à dire, bon, ce portefeuille, il est rouge, donc il se voit. Non, ce n'est pas un bénéfice. Le client qui se voit, c'est bien. Et alors, ce qui est important, c'est que je ne l'oublierai pas. Donc, il faut vraiment articuler dans ce sens-là, parce que, à l'inverse, si vous dites il est rouge, donc vous ne l'oublierez pas, non, on ne comprend pas. C'est pour ça que vous voyez les petites articulations, le donc et de ce fait, qui vous permettent d'avoir un discours fluide. Je reprends mon portefeuille, puis on passera à la voiture après. Voilà, monsieur, je vous propose un portefeuille rouge, donc ça ne se discute pas. Donc, il est visible, vous le voyez bien, et de ce fait, lorsque vous quitterez un restaurant, vous ne l'oublierez pas sur la table. Maintenant, on revient à l'exemple qui est écrit, sécurité. Monsieur, je suis vendeur de voitures, le modèle que vous allez choisir, ou que je vous présente, a 4 airbags. C'est un fait, c'est écrit, on les voit, ça ne se discute pas. Quel est l'avantage tourné vers le produit d'avoir 4 airbags? Eh bien, c'est que les normes sont de 2 airbags pour les 2 personnes à l'avant, mais dans ce cas-là, vous avez 4 airbags, c'est-à-dire que l'ensemble des passagers sont protégés. Et quel est le bénéfice
du client. Pour le client, ben, c'est que vous protégez non seulement les personnes les deux places de devant, mais aussi les places à l'arrière. Lorsqu'on fait en présentiel ce type de discours, d'argumentaire, lorsqu'on travaille sur des argumentaires, bien sûr, on a des exercices concrets et il est toujours difficile au début de faire la différence entre l'avantage du produit et le bénéfice. Donc, pensez, il faut vraiment avoir ça en tête, l'avantage c'est tourné vers un produit et le bénéfice, il est tourné vers le client. Voici une matrice. Vous avez eu déjà plusieurs feuilles vous donnant des moyens de mettre en place le plan d'action commerciale, etc. Comment suivre les clients, comment voir mes indicateurs de progrès. On est dans la même veine, dans le basique, c'est-à-dire que vous avez un tableau, vous allez partir de votre produit, chercher une caractéristique. Donc, d'abord, une motivation. Vous allez dire, bon, maintenant, je vais commencer par la sécurité, puisque c'est la première de son casse. Dans le domaine de la motivation, sécurité, mon client, qu'est-ce que je vais lui montrer comme caractéristique qui va avoir trait à la sécurité? Ensuite, quand vous aurez trouvé une caractéristique de votre produit, vous allez avoir à chercher quel est l'avantage du produit, toujours dans le domaine de la sécurité. Et enfin, vous allez rejoindre la motivation du client en disant, monsieur, pour vous, vous allez pouvoir, grâce à ce produit, avoir toutes les assurances que ce produit marchera bien ou que ça correspond exactement à ce que vous cherchez. Donc, quand vous avez un produit, vous vous amusez à développer une ligne pour la motivation, toutes les lignes de motivation dans le cadre de son case, donc la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, et vous allez chercher des caractéristiques produits qui s'apparentent à cette motivation. Vous allez ensuite développer les avantages et vous penserez à la valeur ajoutée du produit et la satisfaction du besoin pour le client. Donc faites ça pour vos produits que vous avez à vendre, vous remplissez les 7 cases de motivation et vous creusez la cervelle pour chercher des caractéristiques, des avantages et des produits et des bénéfices. Lorsqu'on fait ce type d'exercice en présentiel, ça a du mal à démarrer et puis après, eh ben, c'est, comme le disait Pascal, c'est un peu ludique parce que lorsque vous avez un groupe en face de vous, 5, 6 personnes, tout de suite, il y a des échanges qui se passent. Ah oui, tiens, mais tu pourrais faire ça, tu pourrais dire ça. Moi, ça m'intéresse que. Donc, c'est scolaire, encore une fois, mais vous verrez que c'est extrêmement important et efficace parce que lorsque vous aurez fait ça, vous aurez bien en tête les exemples. Lorsque vous rencontrerez un client, eh ben, les mots viendront facilement. Alors, voici un schéma qui indique quelles sont les motivations, comment s'appelle les différentes, excusez-moi, voilà, je reviens, excusez-moi, les étapes de la vente entre le début de la vente. Alors, tout ce qui est avant prendre contact, c'est la préparation. Donc, la prise de contact, la découverte qu'on vient voir, l'argumentaire que l'on voit maintenant. Et lorsque vous avez fini votre argumentaire, il est temps de passer à ce que l'on appelle une proposition commerciale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une proposition commerciale ? Voilà. La proposition commerciale, c'est un moment où vous avez suffisamment analysé les besoins du client, quels sont ses besoins, comment quelles sont ses motivations aussi, est-ce qu'il est orienté sécurité, argent, etc. Donc ça veut dire que moi, monsieur, j'ai bien compris que voilà quels sont vos besoins qu'il va falloir satisfaire. Ensuite, vous allez donc lui apporter une solution à son produit et sur mesure, c'est quelque chose qu'il attend. Et c'est important parce que la démarche d'un vendeur de dire mon produit, il fait ça, mon produit, il fait ça,
mais sans être sûr que vous avez en face de vous un client qui va être satisfait de ce que vous lui proposez, vous êtes dans le mauvais sens. Ce que vous apportez à votre client, c'est un produit, c'est sûr, la valeur ajoutée d'un produit, mais c'est une solution à ces produits. Donc, quand un vendeur vient voir un client et qu'il apporte une solution, eh ben, c'est vous qui apportez quelque chose à votre client. Vous n'êtes pas là en train de forcer un client pour qu'il achète, mais c'est lui qui a intérêt à acheter votre produit parce que c'est une solution à un besoin qu'il a. Voilà, et que l'offre représente une réelle valeur ajoutée pour lui. Pourquoi? Parce que c'est le moyen de résoudre son problème. Pour faire ça, mettez-vous toujours à la place de votre client. Vous êtes là, non pas pour pousser votre produit, mais pour apporter une solution. Donc, c'est très important que vous mettiez d'abord le client en avant, toujours, et non pas revenir à votre produit. Et je dis ça parce que lorsque vous argumentez, il y a un moment où le client montre de l'intérêt. C'est-à-dire, vous présentez un produit et il peut dire « Ah oui, ça m'intéresse, est-ce que ça serait possible de faire un essai ?» Quand vous avez un tel comportement de votre client, dites-vous que c'est ce qu'on appelle un feu vert. C'est-à-dire que le client dit « Oui, ça m'intéresse ». Donc surtout, ne dites pas « Ah oui, oui, vous avez raison, ça c'est bien, mais je voudrais aussi vous dire que mon produit, il peut faire ça, et puis il fait aussi ça, et puis aussi vous pouvez l'utiliser dans telle circonstance ». Là, vous allez diluer l'intérêt qu'avait votre client pour ce produit, pour lequel il vient de manifester de l'intérêt, et il faut surtout aller vers la conclusion. C'est-à-dire que vous êtes là pour vendre, vous n'êtes pas là pour uniquement présenter un produit. Le but, c'est qu'il y ait un bon de commande. Donc surtout, lorsque vous voyez qu'un client manifeste un intérêt pour le produit, il dit « je suis prêt à l'essayer, est-ce que je peux payer en 4 fois, est-ce que vous pouvez me livrer en plusieurs fois ?» Eh bien, il faut embrayer vers la commande. N'ayez pas peur, vous êtes là pour vendre. Le client sait bien que vous êtes venu pour vendre, vous n'êtes pas venu pour faire un discours avec lui, pour parler avec lui. Vous êtes là pour vendre. Il faut oser vendre. C'est normal, vous êtes là pour ça. Moi, je n'ai pas de formation de vendeur à l'origine, mais quand j'ai commencé les premières fois pour aller vendre, il y a longtemps, eh bien, on m'a donné une technique parce que je n'osais pas vendre. On m'a dit, eh bien, dès que tu rentres dans une boutique, puisqu'on vendait dans des boutiques, eh bien, tu sors un bon de commande, tu le mets sur la table, comme ça, au moins, on sait pourquoi tu es là et il n'y a pas de fausse pudeur lorsque la personne manifeste un intérêt en disant, bon, ben, si vous me permettez, je peux prendre note de votre commande, ce que vous voulez comme quantité, les prix, etc. Voilà. Donc, vous êtes là pour ça, vous n'êtes pas là pour discuter dans le vide. C'est quelque chose qui est le but de votre entretien. Donc voilà la proposition commerciale, c'est monsieur, voilà sur la table, voilà ce que vous pouvez faire. Voilà, on en a fini. Si je reviens en arrière, je vois qu'il est juste l'heure, donc je vais juste faire un tout petit point. Vous avez vu qu'on a vu la proposition commerciale. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un cas pas fréquent, mais souvent, il y a des objections. Pourquoi? Parce que ou bien la personne n'a pas forcément bien compris, ou bien la personne, il veut payer moins cher, ou bien il veut savoir quelque chose. Donc, il y a une objection. Et surtout, si je peux prendre 5 minutes, surtout ne vous détournez pas de ces objections. Ça indique une chose qui est principale, qui est l'intérêt que porte ce prospect à votre produit. Si jamais il ne s'intéressait pas à votre produit, il n'objecterait pas, il dirait rien, il dirait oui, bon, bah, merci, au revoir, ça ne m'intéresse pas. Là, une objection, ça veut dire oui, ça m'intéresse. Il y a un philosophe, un grand commercial américain qui s'appelle Letterman qui disait la vente commence lorsque le client dit non. Pourquoi? Parce que si on dit non, ça veut dire qu'on a écouté et qu'on a quelque chose à dire. Voilà, la négociation étant
la fin, les conditions, etc., le prix et autres. Voilà, ça, c'est répondre aux objections, négocier et conclure, enfin surtout négocier et répondre. C'est quelque chose qu'on fait en présentiel parce que c'est très particulier à un produit et c'est quelque chose qui ne peut pas se voir dans un webinar parce que c'est à sens unique. Voilà, donc on en a fini, on en est arrivé à la proposition commerciale qui est, si elle est signée, le but de ces 3 conférences qui est de avoir fait passer l'argent des poches de votre prospect au vôtre. Et c'était le but. Merci à tous. Super, merci beaucoup. Merci Christian, merci Pascal pour cette présentation. Enfin, en tout cas, c'est aujourd'hui, bien évidemment, mais aussi pour les 2 précédentes, hein. Merci à tous les participants, en effet, sur la partie plus de traitement des objections, à la négociation et la conclusion. C'est quelque chose qui est vu en présentiel dans le cadre des ateliers des solutions, parce que c'est de la mise en situation, parce qu'il est nécessaire, voilà, de faire des jeux de rôle, et donc qu'il nous semble un peu compliqué de le faire ici, notamment au regard du nombre de participants, voilà, qui sont là aujourd'hui. C'est fini pour ce parcours développement commercial. J'étais très heureux d'être là avec vous pendant ces 3 journées. Merci beaucoup encore une fois à nos animateurs, Pascal et Christian. Merci à vous tous, toutes et tous qui nous avez suivis pendant ces 3 webinars. Les webconférences là sur cette semaine, c'est la dernière webconférence de la semaine, mais on reprend dès lundi, notamment sur un sujet très intéressant parce qu'on va parler de handicap et entrepreneuriat. Donc voilà, si vous connaissez des personnes autour de vous qui pourraient se reconnaître dans cette situation, n'hésitez pas à leur dire de venir s'inscrire sur notre page des webconférences. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon long week-end, si vous avez un très long week-end. Et je vous dis à très bientôt. Merci Christian, à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir Merci. Au Pascal, à revoir. bientôt. Bon Au week-end. revoir.